Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Horus. Depuis de nombreuses années, beaucoup de chercheurs nous révèlent, au travers de leurs découvertes sur la Grande Pyramide et sur le plateau de Gizeh, que les concepteurs et bâtisseurs de cet énigmatique complexe connaissaient le système métrique. Alors, même si pour la plupart des historiens, ce constat farfelu et anachronique ne peut pas tenir la route, je dirais que pourtant les preuves s'accumulent. Et nous allons aujourd'hui continuer d'enfoncer le clou en prenant connaissance des dernières trouvailles d'Éric, que j'ai le grand plaisir d'accueillir pour la 3e fois sur Horus. Salut Éric. Eh ben bonjour, voilà, oui, on va enfoncer le clou, et j'espère définitivement, parce que là on va faire du rationnel, on va faire du pragmatique. Je pense que là aujourd'hui, je devrais pouvoir enterrer l'âge de guerre entre les conventionnels et nous, parce que ça commence un petit peu à suffire, certains débats stériles. Et là, quand tu amènes des chiffres, des angles, du mètre, etc., là je pense que faut atterrir les haches de guerre. Voilà, on va Oui. voir s'ils sont capables. J'espère voilà. bien. Parce que Alors, c'est vrai que c'est un petit peu fatigant toujours de devoir s'expliquer et puis on se fait attaquer. Non, mais on met en avant des chiffres et puis certains se refusent de vérifier ces chiffres, comme je le disais, puisque c'est quelque chose d'anachronique, ça ne peut pas exister. Pourtant, comme je le dis, les faits sont là hein, et il faut faire avec. Hein. Donc, surtout quand on apporte des preuves mathématiques, géométriques qui sont indéboulonnables. Bon. Voilà, là, c'est de la lecture cadastrale. C'est un géomètre qui prend un plan, il le lit, et il entend des conclusions. Ça ne peut pas être donc plus rationnel. Alors, le souci, c'est toujours pareil, c'est que je prouve encore une fois de plus qu'il y avait un plan d'origine. On n'a pas positionné les pyramides au hasard, comme on nous l'explique, par caprice du pharaon, etc. Il y a eu un plan d'ensemble. J'explique encore une nouvelle fois de plus que la pyramide de Képhren était la première posée. Donc, ce qui fait que le coup des tombeaux, c'est vrai que ça peut tomber. Et puis, il prend un sacré coup dans l'aile, là, le coup des tombeaux, avec cette nouvelle chronologie. Voilà. Et puis, le pire, c'est qu'on va utiliser comme étalon le mètre. Le mètre. tu les entends déjà? Écoute, voilà. Il n'y a pas de mètre en Égypte. Non, c'est vrai, il n'y a pas de mètre en Égypte, comme il n'y a jamais eu de coudée dans les pyramides, autour des pyramides, ou dans les maisons des ouvriers. On n'a jamais retrouvé de coudée dans ces endroits-là. On en a retrouvé en Égypte, mais pas forcément la 3e, 4e dynastie. Donc, on n'a aucune preuve qu'il y a la coudée dans les pyramides. Donc, c'est pas plus ridicule de dire qu'on a utilisé le mètre que de dire qu'on a utilisé la coudée. Alors, quand on leur dit ça, ils nous disent que bah oui, mais parce qu'il y a tel endroit, ils ont fait ça. Je dis, bah vous faites de la corrélation, comme moi. Elle dit, non, on ne fait pas de la corrélation, nous, on fait de la coïncidence. Donc ils changent le sens des mots, alors qu'on fait exactement la même chose. On fait de la corrélation. Donc moi, je fais de la corrélation, et puis voilà, ça marche. Alors tout ce que je sais, c'est que tous sont carapatés, parce que j'avais demandé des débats à certains, ils sont tous carapatés, tous refusent le débat. Et surtout, ils l'acceptaient au début, puis depuis les passages sur Horus avec toi, ils sont plus en plus dans la fuite. Mais voilà, c'est normal, puisque ces gens-là sont surtout des gens qui ont amassé beaucoup de connaissances dans les bouquins, ce sont que des disques durs, qui emmagasinent plein de data, des bases de données. Et puis nous, le problème, c'est que on les fait bugger. Donc voilà, on essaie de mettre avec des nouveaux outils comme Patrice avec les scans, Quentin avec ses connaissances de médecine du sport, nous avec Google Earth, on met des nouveaux logiciels, on met du Microsoft Office sur du Windows 95 parce que on peut appeler ça de l'archéologie 2.0, c'est ça? Voilà, ils sont du 19e siècle. J'ai lu un bouquin de 1113 la semaine dernière, c'est exactement la même chose que ce qu'on dit aujourd'hui. Donc, il est temps d'évoluer avec son temps et puis d'utiliser les outils qui sont mis à notre disposition. Mais bon, quand on les fait bugger leur logiciel, ils n'ont qu'une chose à faire, c'est de nous traiter de pseudo-archéologues ou de complotistes. Donc, en fin de compte, un complotiste, c'est quoi? C'est simplement un mec qui fait bugger le logiciel la matrice. de sa chambre. Voilà. Fait bugger Donc, la si vous faites bugger le logiciel de sa chambre, vous êtes complotiste et c'est tout à fait normal. C'est que vous voulez débattre ou avoir l'esprit critique. Voilà, c'est ce que je veux dire. Comme je l'expliquais, tu n'es pas le premier à démontrer cette présence du maître. Moi, je vous renvoie à l'émission que j'ai fait avec Quentin, où on fait cette relation avec la coudée royale égyptienne et le maître, qui sont intimement liés tous les deux. J'ai reçu encore Mathieu, qui, avec Georges Vermar, pendant des années, ont travaillé sur le plateau de Gizeh. On voit bien que le maître a été utilisé dans l'implantation de ces 3 pyramides.
Et puis bah toi et d'autres. Enfin, je veux dire, on n'est pas 2 ou 3 à voir cette présence du maître. Hein. Ça Voilà, commence à faire du bruit maintenant. bah voilà. Voilà. Donc, bah, tu nous as préparé un petit échange de partage sur tes dernières découvertes. Alors, je tiens à te remercier, Eric, parce que tu m'accordes à chaque fois en exclusivité tes dernières trouvailles pour ma chaîne Horus. Donc, c'est super sympa de ta part. Et puis celle-là devrait faire date, je pense, parce qu'on va expliquer comment étaient donc positionnées les 3 pyramides de Gizeh. Et vous allez voir que c'est enfantin. Un enfant de 10 ans aurait pu le faire. Mais voilà, les gens cherchent la complexité où il n'y a pas. Et vous allez voir, mais comme c'était simple. Il y a des fois, oui, on tourne le truc dans tous les sens et puis il y a des choses toutes simples qui nous passent à côté parce on imagine que c'est trop complexe et parfois des choses toutes bêtes. Bon, écoute, hâte de découvrir tout ça. Alors, Eric, Ok, on passe au slide. on va y aller. C'est parti. Voilà, donc mes conférences, puisque je fais des conférences, la prochaine est le 20 avril à Paris, hein, je fais un peu de pub, c'est pour expliquer comment les pyramides de Basse-Égypte ont été positionnées, comment on a délimité leurs côtés, et le pourquoi de leur forme, et la chronologie, parce qu'elle diffère un petit peu de ce que nous disent les archéologues. Il n'y a pas de grosse différence, mais par rapport à une méthode de géométrie, de lecture de plan, il y a une petite différence qui est minime. Mais surtout Khéfren et Khéops, ça c'est important. Alors j'ai remis les 7 pyramides et on va travailler simplement sur le plateau de Gizeh aujourd'hui, donc Khéops, Khéfren et Mykérinos. Et j'aime bien cette phrase là que j'ai mis, qui est un mathématicien du temps de Napoléon. Hein, si nous attribuons les phénomènes expliqués au hasard, ce n'est que par des lacunes de notre connaissance. C'est vrai que c'est facile de dire à chaque fois c'est du hasard, c'est du hasard, c'est du hasard. Donc voilà, j'avais envie de mettre cette phrase qui vient d'un mathématicien. Elle est bien placée, en plus ça vient de la place. Alors, elle est bien voilà, placée. ça vient de la place. Voilà. Alors, c'est quoi la différence entre l'archéologie officielle et l'archéologie alternative? Alors, je pense que l'archéologie officielle, c'est des gens qui, à force de vouloir rester dans le réel, alors le réel, c'est les connaissances du moment, acceptent l'irrationnel. Et je vais vous montrer tout à l'heure qu'aujourd'hui, l'archéologie officielle est souvent dans l'irrationnel, alors que nous, on veut être dans le rationnel, on amène des chiffres, il n'y a pas plus rationnel que Quentin ou Patrice, mais ça nous emmène dans l'irréel, parce qu'il y a des choses qui nous dépassent en montrant le rationnel. Et vous allez voir que je vais vous montrer que du rationnel, et c'est vrai que ça dépasse l'entendement. Donc c'est pas une guerre de classe, c'est simplement une guerre de philosophie. Hein. Nous on doute, et tout est possible, alors que eux ne doutent plus, et tout ce qui n'est pas démontré n'est pas possible. Voilà, ça c'était important. Et ça, c'est très très important. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est les 7 McDo du Caire. Pourquoi j'ai mis les 7 McDo du Caire? C'est parce que les gens nous disent qu'on trouve le nombre d'or dans un tabouret ou dans un kiosque à journal. Et je voulais faire un parallèle avec les 7 pyramides. Et je propose à mes détracteurs de faire exactement cette conférence avec les 7 McDo du Caire. Et j'offre un voyage en Égypte à celui qui trouvera une cohérence avec ces 7 McDo, puisque c'est si facile de trouver le nombre d'or ou le mettre partout. Voilà, donc au travail, messieurs les détracteurs, je vous laisse les 7 McDo et je vous promets un voyage en Égypte si vous êtes d'accord et si vous arrivez à refaire ma conférence avec les 7 McDo du Caire. Voilà. Bonne idée. Alors ça c'est super intéressant. Là, on retrouve nos 7 pyramides, le 3e, 4e empire, plus une pyramide qui est détruite, qui est Djedefre, qui va prendre beaucoup d'importance. Et là, c'est l'ordre chronologique pour les archéologues. Donc, ça commence par Djéser, Médoum, après la rhomboïdale, la rouge, Khéops, Khéfren, Khéops, Djedefre, Khéfren et Mykérinos. Voilà. Et ce qui est très très intéressant, c'est que vous avez une règle au-dessus et qui représente les 35-36 dynasties, c'est-à-dire 3100 ans de civilisation pharaonique. Donc moins 3100 jusqu'à 0 Jésus-Christ. Et je vais vous montrer quand est-ce qu'a été construite toutes ces pyramides. Voilà, le trait rouge, regardez bien. Voilà. Boum, voilà. La construction des pyramides, ça ne représente que ça, des vraies pyramides, pas les niches à chiens qu'ils ont fait après avec des briques crues. Mais voilà,
les 7 pyramides ont été construites dans ce petit carré rouge, ça représente 150 ans, 170 ans, sur toutes l'époque pharaonique. Avant, on était capable de rien faire, et après, on n'a pas fait grand-chose, on a perdu tout le savoir, jusqu'au moment du Nouvel Empire, où il y a eu Ramsès, il y a eu tout ça, mais ça ne représente que ce petit carré rouge. Et il faut savoir que dans ce petit carré rouge, on a construit l'équivalent d'un mur de 16,50 m de haut entre Marseille et Lille. Voilà ce que ça représente, les pyramides. Si vous démontez toutes les pyramides, vous allez pouvoir faire un mur de Lille à Marseille de 16,50 m de haut. En 150 ans, sans outils, pieds nus ou en sandales, en taillant des cailloux avec des outils rudimentaires. Voilà. Donc ça paraît irrationnel, déjà, oui. de savoir que ce petit carré rouge est irrationnel sur une règle. Pour moi, donc c'était important de vous montrer ça. Irrationnel aussi. Ça, c'est la statue de Ramsès II. Ça, c'est la momie de Ramsès II. Il n'y a pas beaucoup de ressemblances. Alors, on nous explique... Elle est quelque peu desséchée, hein, la momie. ouais, mais bon. Moi, j'aimerais bien comprendre. Hein, parce que ce qu'on nous explique pour expliquer ça, ça ne me plaît pas. C'est irrationnel aussi. Alors, qu'est-ce qui est irrationnel dans cette photo? Vous avez la pyramide de Khéops, et devant, vous avez le Sphinx. Et pour les archéologues, le Sphinx a été construit après la pyramide de Khéops. Donc, qu'est-ce qu'il y avait à l'endroit du Sphinx? Il y avait une colline de calcaire. Et on avait besoin de 2,5 millions de pierres pour faire la pyramide de Khéops. On avait une colline magnifique pour faire une carrière à ciel ouvert. Et on n'y a pas touché. Donc, si le Sphinx avait été construit après, cette colline aurait été bouffée pour faire la pyramide, il n'y aurait jamais eu de Sphinx. Pour moi, c'est une vision de chef de chantier, c'est une vision de faiseux, comme on dit. Hein. Quand je fais du bâtiment, oui, une question logique. Si je prends des cailloux quand je fais du bâtiment, je prends les cailloux qui sont à côté de chez moi. Je ne vais pas aller chercher à Perpète alors qu'il y en a un tas de cailloux juste devant ma maison. Alors ça aussi, c'est irrationnel. Hein. On voit donc la chambre du roi, la chambre de la reine en Khéops. Et on voit ces deux pyramides, comme par hasard, qui sont quasiment détruites. Et on nous explique que c'est des tombes. Alors déjà la pente pour les porteurs, c'est pas génial. Alors il y a beaucoup de place pour les porteurs, hein. Il n'y a pas de souci pour descendre le sarcophage, mais la pente est un petit peu savonneuse, hein. On se croirait à Koh Lanta plutôt que voilà. Et pour moi, il y a vraiment de l'irrationalité en nous faisant croire qu'ici on a voulu faire une tombe. On creuse pas comme ça pour faire une tombe, surtout sur la grande excavation. Alors, ce qui est marrant, c'est que ces deux lieux sont interdits, ils sont réserves militaires. Et la grande excavation, vous pouvez la voir dans le film Les 10 Commandements, où on a tourné donc les scènes égyptiennes sont tournées dans la grande excavation. Voilà. Mais là, ça, c'est de l'irrationnel. Et puis, de l'irrationnel, je vais vous en montrer sur une petite vidéo qu'on va faire tourner maintenant. Voilà, je vais vous montrer un petit peu l'irrationnel d'une manière un petit peu humoristique. Donc ça dure 2 minutes, c'est pas très long. Et on va faire un petit voyage. On va partir en avion et on va aller sur la première pyramide qui a été posée, qui est la pyramide de Djeser. Voilà. Donc avant la construction de Djeser, on n'a pas fait grand-chose, quelques mastabas. Et on a trouvé 20 ou 30 000 personnes qui étaient capables de faire un monstre pareil. On est relativement mal placé parce qu'on est loin des carrières de Toura. Il a fallu remonter jusqu'à 10 ou 12 km le Nil pour ramener des carrières de Toura, alors qu'on débutait, hein, c'était vraiment le Troisième Empire, c'était le début, les débuts de la navigation. Donc, je trouve que l'emplacement était mal choisi. Mais bon, on a fait Djeser. Et ensuite, pendant 2, 3, 4 pharaons, Ouni, tout ça, il n'y a pas eu grand-chose. On a quasiment perdu le savoir. Et je ne sais pas, 80, 100 ans après, Snéfrou est arrivé. Et Snéfrou a voulu faire une pyramide. Il aurait pu la faire à gauche ou à droite. Peut-être qu'il a trouvé qu'il n'y a pas assez de place. Donc il a décidé de faire une pyramide. Alors on a tout là. On a les ports, on a les routes, on a les maisons pour les ouvriers. On a tout. On a l'intendance, la logistique. Il aurait pu se mettre là. Eh ben non. Il a décidé de partir très très loin et on va voir où il est allé. Il a pris son petit avion et il a fait 45 bornes et il est allé à Médoum construire une pyramide alors qu'il y avait tout sur place. Donc très loin des carrières de Toura, bien sûr. Voilà, on y arrive. Voilà. On arrive sur Médoum. Et là, Snéfrou fait sa pyramide. Et une fois qu'elle est terminée,
les chefs de chantier viennent et on lui dit, et ils disent aux chefs de chantier, la pyramide ne nous plaît pas, il faut en faire une autre. Alors les chefs de chantier disent, mais on l'a fait à gauche ou à droite? Ah non, non, on l'a fait pas du tout ici, mais on a tout ramené là. Ah non, non, on la fait pas ici, on va la faire à Dachour. Et on a été refaire une autre pyramide, beaucoup plus loin, à Dachour, à une vingtaine de kilomètres. Donc ça, c'est complètement irrationnel. Ramener tous les ouvriers, le port, les routes, l'intendance, la nourriture, le village des ouvriers, ça ne tient pas la route. Voilà. Et là, Snéfroux a fait une rhomboïdale. Déjà, ça ne tient pas la route de faire deux pyramides. Et ce qui ne tient pas la route, c'est le fait qu'il en a fait 3. Parce que la rhomboïdale ne lui plaisait pas non plus. Donc il a voulu en faire une autre. Donc le chef de chantier lui a dit, on l'a fait à gauche ou à droite? Ah non, non, on ne l'a fait pas là, on l'a fait 2 km plus loin. Et il a fait la rouge 2 km plus loin. Alors je pense que ce qu'il souhaitait, c'est que les ouvriers fassent un petit peu de gym le matin pour aller au boulot. Parce que je pense que ça ne devait pas être très très fatigant comme travail. Donc je pense qu'ils n'ont pas déplacé les boutiques de chantier et les gens faisaient un petit footing le matin pour faire les 2 km pour construire la pyramide rouge pour se mettre en forme. Une petite mise en jambe. Voilà. Où ils prenaient, comme on disait l'autre jour, des papybus. Des papybus. Pour aller au boulot. Voilà. Donc Snéfroux a disparu, son tombeau, son corps aussi, puisqu'on ne l'a jamais retrouvé dans aucune des 3 pyramides. Et là, Khéops est arrivé, et Khéops aurait pu faire sa pyramide à gauche ou à droite, puisqu'on avait toute l'intendance. Et ben non, ça ne lui a pas plu, ce coin-là. Il est parti à Gizeh. Boum, il est reparti à 10 km de là, faire sa pyramide, à 20 km de là, ouais. Et puis quand Khéops est mort, eh ben, son fils Djedefré aurait pu la faire à gauche ou à droite. Ben non, c'était trop simple. Donc il est parti à Bouraouache faire une autre pyramide. Donc je vous explique pas. L'intendance. Voilà. Donc il avait présumé de ses forces. Il était trop loin. A priori, on n'a pas eu le temps de finir la pyramide. Mais c'est que quand les pyramides ne sont pas finies, on ne la prépare pas pour l'autre pharaon qui vient. On change de site. C'est marrant, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas là, voilà. Oui, on aurait très bien pu, voilà, toutes les bases de la construction avaient déjà débuté, tout était en place, on aurait pu dire, bon, voilà, tant pis pour Djedefré, on va s'en servir pour Képhren. Mais voilà, il n'y a que l'épitaphe à changer, mais non. Donc Djedefré décède, son frère ou son demi-frère prend le pouvoir. Alors il est un peu moins con que l'autre, il va la faire à côté de papa, malgré que toute la tendance était arrivée à Djedefré. Il va la faire ici, voilà. Bon, Képhren décède, son fils reprend le pouvoir, et Mykérinos le fait juste à côté. Lui, il est pragmatique, il y a tout sur place. Voilà, il s'installe à côté. Et puis vous voyez, ça diminue en taille, et Mykérinos décède, son fils prend le pouvoir, il s'appelle Shepsékaf, et lui, il part beaucoup plus loin, faire un espèce de mastaba, tout plat, alors qu'il aurait pu le faire à côté. Et voilà, et Shepsékaf, voilà. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est exactement toutes les pyramides et le mastaba que je prends pour faire ma démonstration. Et tout ça dans un temps record de 150 ans. 150 ans, ouais. Et ce qui est intéressant, c'est encore un petit clin d'œil. J'ai mesuré avec Wikipédia ici le périmètre de toutes ces pyramides. Le total est de 52,36. C'est quand même sympa. En mètres. 5236 mètres. Voilà. C'est les périmètres additionnés de toutes les pyramides. Voilà. Donc tout 52,36 est toujours là. Voilà, je voulais aussi de temps en temps aussi faire de l'humour, mais aussi mettre les points sur les i, puisqu'on se fait attaquer. Et je voulais démontrer aussi que les fact-checkers et des bunkers sont aussi des gens irrationnels. Pourquoi? Parce que ces gens-là veulent lutter contre la désinformation et le charlatanisme. Beau projet. Et on en est rendu à avoir tout un collectif qui a créé un Netflix pour faire interdire les documentaires de Graham Hancock. On en est rendu là. Ces gens-là veulent faire interdire des films en traitant de Graham Hancock de raciste. Oui. Voilà. Et la présidente de l'ALDA explique que nous sommes des gens dangereux. Qui est-ce qui est contre la liberté d'expression? C'est pas nous. Un membre de l'ALDA, toujours le même qu'on connaît bien ici, explique qu'on reconnaît les fans de LRDP, donc de la révélation des pyramides, au fait que ce sont ceux qui doutent de l'efficacité du vaccin Covid. On en est rendu là dans l'explication. Ah ouais, d'accord. Vous voyez la démarche scientifique, il y a la vidéo sur le net, la démarche scientifique est magnifique. Et aujourd'hui, on a raison, c'est-à-dire que par raisonnement circulaire,
on peut voir maintenant que sans doute que les gens de l'ALDA, vu les résultats du vaccin, sont aussi maintenant fans de l'RDP. Je pense qu'on peut reprendre la phrase à l'envers. On est pro-Poutine, peut-être. On peut être pro-Poutine maintenant, je sais pas. Qu'est-ce qu'on choisit quoi? Je sais pas. Moi, je suis pro-Ramsès pour le moment. Hein. Pro-Ramsès, ok. Voilà, c'est moins dangereux. Et cette personne-là approuve le pass sanitaire, c'est-à-dire que cette personne-là est d'accord pour qu'on nous prive de liberté sur une base scientifique. Donc, qui est-ce qui est dangereux? C'est nous qui faisons un petit peu de calcul, des maths, ou ces gens-là qui, du haut de leur scientisme, nous disent qu'il faut absolument enfermer les gens chez eux? Non, mais voilà, moi, ça m'horripile. Voilà, que ces gens-là, de leur haut de leur nous pérorent et nous expliquent tout ça. Et le pire, c'est que ces gens-là luttent contre le charlatanisme et la désinformation et vont se faire inoculer des produits fabriqués par une société condamnée pour 6 milliards d'amendes pour désinformation, falsification de données et charlatanisme. Je trouve que c'est extraordinaire. Donc, vous voyez, la rationalité, elle est plutôt vers nous que ces gens-là, qui ont besoin surtout d'avoir le mot, un tampon estampillé science sur un document, mais qui font aucune recherche. Ce qu'ils veulent, c'est le tampon, c'est tout. Donc, ils sont dans la croyance et l'irrationalité totale. Voilà, c'était mon coup de gueule, parce que j'en ai marre de me faire attaquer par ces gens-là qui sont irrationnels. Voilà. Bon, on revient. Voilà, donc la rationalité, on en a parlé. Maintenant, donc, on va parler du fond du sujet, les pyramides de Gizeh. Voilà. Pour bâtir, il faut, pour moi, éditer un plan d'ensemble. Et en faisant un petit peu d'humour, peut-être qu'on va pouvoir imprimer le plan sur une imprimante à jet d'encre. Si vous voulez bien, j'ai osé la faire. Voilà. Pour bâtir, bien sûr, il faut un compas et une équerre. Et comme on est en Égypte, eh ben, l'équerre sera remplacée par une pyramide et le compas sera remplacé par des obélisques, tout simplement. Et le jet de gnose va être transformé en Gizeh, si on veut. Alors, ça veut dire quoi dans ce cas de figure? Ben, ça veut dire que j'ai besoin d'un obélisque pour faire des compas, et ça sera l'obélisque d'Héliopolis. Hein. Donc, on va remercier quand même Howard Carter de nous avoir fait connaître cet obélisque. Et c'est lui qui va me permettre de placer les pyramides. Et donc, voilà, mon compas est ici. Donc là, je vous renvoie à l'émission que nous avons fait ensemble, où tu expliquais bien comment tu utilisais l'obélisque d'Héliopolis. Je vais le résumer très vite fait pour les gens qui découvrent. Et bien sûr, l'équerre va être remplacée par une pyramide, qui sera la pyramide de Djedefre. C'est-à-dire qu'avec ces deux sites, on place toutes les pyramides. C'est impressionnant, bien sûr, au système métrique, on va le voir ensemble. Djedefre, c'est plus qu'une pyramide, on l'a vu, une table de mesure, et c'est surtout la tour de contrôle, la table de commandement, c'est l'endroit où étaient les bâtisseurs pour faire construire toutes les pyramides. On voit que quand on est à Djedefre, en altitude, on voit tout le plateau de la BCJ, on voit Gizeh, on voit Djeser, on voit la Rouge, on voit Rhombouidal, Djemedoum, on voit toutes les pyramides. On est vraiment dans un lieu bien placé pour faire une tour de contrôle. Et ça, c'est pour moi important. Et pour moi, elle n'a jamais été démolie, elle a été déconstruite, cette pyramide. Ils n'en avaient plus besoin, ils l'ont déconstruite comme ils ont déconstruit la grande excavation. Donc, Djedefre, voilà, on le revoit ici. Djedefre, grande excavation, ça n'a rien à voir avec les autres pyramides. C'est un grand trou. Voilà. Et Djedefre est à la hauteur de la chambre du roi, donc ça peut être intéressant à soulever. Tu l'avais déjà précisé la dernière fois. Voilà. Par rapport à l'autre. Alors, pour bâtir, il faut des étalons précis. Donc, on va utiliser le mètre, la coudée royale, le degré d'arc, nombre d'heures et son inverse. Alors que, bon, pour nous, tout ça, c'est lié. Pour les autres personnes, c'est pas forcément lié, mais pour nous, c'est lié. Il n'y a pas de question là-dessus. Et on va le revoir. Donc, avertissement, parce qu'on me dit à chaque fois que je fais fi des virgules. C'est vrai, je fais fi des virgules parce que c'est de la modélisation. Si je trouve la Terre, le diamètre de la Terre 12 756, je ne vais pas le retrouver sur l'Égypte. Je vais retrouver 12 km 70, etc. Donc je fais de la modélisation. C'est du plan.
Donc je fais filière virgule, il faut bien comprendre que on ne peut pas faire autrement sur un plan, puisqu'on est sur un plan. Voilà. Alors, voilà, on va avoir des choses intéressantes. Donc ça, vous connaissez ça par cœur. Hein. Là, j'ai pris la Terre. Si vous faites une Terre qui fait 1 mètre de diamètre, le périmètre c'est 3,14 et on l'a divisé en 6 parties égales de 52,36. Et moi, j'ai inventé 2 autres coudées. C'est la coudée polaire. C'est-à-dire que j'ai divisé la Terre en 6. Et là, donc, j'ai une coudée qui fait 6667,83. Et une autre coudée, voilà, que j'appelle coudée équatoriale, qui est ici, qui fait 6679,16. Donc, c'est un sixième de circonférence terrestre. Donc là, j'ai la coudée royale, j'ai la coudée polaire que j'ai inventée et la coudée royale. Pendant quelques secondes, sur le slide suivant, vous allez avoir besoin de ces deux chiffres, 6167,83 et 6179,16. Donc vous les notez bien. On va les utiliser ici. Donc on a mon compas Héliopolis et mon équerre Gédéfré. Et on voit ce qui est extraordinaire, si on prend le pôle Nord, entre le pôle Nord et Héliopolis, on a exactement la coudée polaire, donc 6167,53. Et là, on est à une pression de 100%. C'est-à-dire qu'entre le pôle Nord et Héliopolis, on a un sixième de la Terre. Donc c'est assez extraordinaire. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pour mon équerre, eh ben, j'ai l'autre coudée. J'ai la coudée équatoriale, 6179. Donc c'est normal d'avoir la coudée polaire pour Héliopolis, parce que c'est un compas. Hein. Oui. Donc on voit que mes deux ustensiles qui vont me servir, mes deux instruments de mesure, sont placés d'une manière très très particulière sur la Terre. Si je fais un rectangle avec hypoténuse Gédéfré et Héliopolis, le rectangle va faire exactement 66 km 67, c'est-à-dire 1/100 de cette distance. Et si j'avais pris l'extérieur du mur de Gédéfré, parce que j'ai pris la pyramide, mais il y a un petit mur extérieur, et ben j'avais un périmètre du rectangle qui représentait donc ma coudée équatoriale. Donc j'ai les deux coudées. Voilà. Donc ça, voilà, ça dépasse l'entendement. Et 24,88, c'est 30 000 yards mégalithiques. 30, voilà. Alors, je remonte ce qu'on avait vu l'autre fois, très très rapidement. Tout est en système métrique. Entre l'obélisque et Djéser, j'ai exactement 30 000 mètres. Et vous voyez sur le petit schéma, je prends l'extrémité de la pyramide, hein, l'opposé. Et sur Djéser, voilà. Et si j'ai 30 000 mètres sur le compas, ben j'ai 30 000 mètres aussi pour une pyramide sur Gédéfré, et j'ai bien 30 000 mètres sur la rhomboïdale, à l'opposé aussi. En prenant aussi l'angle opposé de la rhomboïdale. Voilà. Donc on a bien du système métrique, on ne peut pas faire autrement. Et bien sûr, vous me demanderez si j'ai du système métrique quand la rhomboïdale est Djéser. J'ai du système métrique aussi. Ici, 9000 mètres. Alors, j'explique dans la conférence, je n'explique pas ici, mais c'est hyper simple. Il y a des moments où on prend l'opposé et il y a des moments où on prend les centres des pyramides. Ouais, je ne vais pas l'expliquer maintenant. C'est hyper simple parce que je ne vais pas tout dévoiler. Mais les 9000 mètres, c'est exactement entre les centres des pyramides. Vous prenez le centre de Djéser, le centre de rhomboïdale, vous avez exactement 9000 mètres. Tout ça, c'est du système métrique pur et dur. Voilà, il n'y a rien à dire. Voilà, il n'y a rien à dire, sauf à vérifier et puis à comprendre surtout. À comprendre et puis être humble. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, ben, ça va être l'heure de mettre les bleus et je vais vous expliquer le plan. Et on va aller au boulot. Hein, puisque le bureau des architectes... On sort la caisse à outils. Voilà. Pas tout de suite. Hein. Je t'emmène à Gédéfré. Déjà, on va sortir le crayon, le compas et l'équerre. Voilà. Donc je t'emmène à Gédéfré puisque c'est là que est le bureau des architectes. Et puis si tu es prêt, ben, je t'explique le plan et puis après tu vas au taf. Allez. T'es prêt? On y va. Bon. Alors ben Jérôme, je ne vais pas t'appeler Imhotep, mais je t'appellerai Jérôme. J'avais prévu de construire 3 pyramides. Je pense que tu as été habitué. Donc on va construire 3 pyramides. Je vais te donner les cotes. Hein, voilà, les codes. C'est les codes de Petri, hein, les codes que tout le monde va accepter. Voilà, tu vas construire ces pyramides-là. Et puis, je t'ai mis 440 coudées parce que tu vas voir qu'on va mesurer ça avec une coudée qui est à 52,36. Si tu ne connais pas, tu sais utiliser donc un triangle qui fait 3, 4, 5. Tu as déjà travaillé sur un triangle 3, 4, 5. Ben là, tu vas travailler un truc plus simple, 1, 2, 22, 36. C'est le même que le triangle 3, 4, 5.
mais celui-là, il fait 52,36, comme tu le sais. Et ce cercle, bien sûr, comme tu le sais, il fait aussi... Divisé par 6, on retrouve ce fameux 52,36 également. Et là est toute la subtilité des bâtisseurs. Comment est-ce qu'ils ont fait pour faire ces pyramides? Eh bien, ils n'ont pas fait une pyramide, tu vas pouvoir faire une pyramide, mais tu vas en tracer deux. Et tu as fait un double carré. Et une fois que tu as fait deux doubles carrés, tu vas pouvoir ici mettre un triangle. Et tu vas construire des pyramides comme ça, et tu vas voir, c'est extraordinaire ce qui va se passer. Donc, pour connaître la diagonale, on peut faire 236 par 22,36, hein, ça fait 515,10, c'est-à-dire que c'est la pente de la pyramide, 51,51. 51,51, ce qu'on a vu avec Mathieu il n'y a pas si longtemps que ça encore. Qu'on retrouve sur cette diagonale, qui fait deux pyramides. Et si je prends une seule pyramide, on a ça, c'est du pétri, donc il n'y a pas de souci, tout le monde est d'accord sur ces chiffres-là. Et donc, on a une demi-hypoténuse, puisqu'on n'a qu'une pyramide, donc c'est la moitié moins que les 515,10, qui est 257,55. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, donc il y a plein de choses aussi. L'hypoténuse, c'est un 60e d'une seconde d'arc terrestre. 903, c'est l'inverse de 32,36, qui est un 618, plus x2. Et 2 secondes d'arc terrestre, ça fait 61,84. Donc le nombre d'or, il est partout, hein, avec ce 515,10. Et on voit que la distance pôle Nord Héliopolis en seconde d'arc, donc 360, la Terre divisée en 360, c'est 215,630. C'est la taille de Képhren. Une précision de 99,96%. Voilà. Donc ça veut dire que si on a un diamètre de 515,10, on va faire un cercle avec un diamètre de 515,10, ce qui fait exactement 1618 mètres. C'est-à-dire que pour faire la pyramide de Khéops, on a fait un cercle de 1618 mètres tout simplement, qui est ici. D'accord, incluant... 257,55 par 3,14. Voilà, c'est pas discutable, c'est 1618, personne ne peut discuter. Donc il y a deux solutions, on met les deux pyramides, on fait le centre et on fait ce cercle, ou on met un demi-triangle ici, et on se met ici à la base sud, et on fait ce cercle de 1618. Et la recette, elle est là, c'est qu'on va faire 3 demi-diagonales, 3 hypoténuses, et on va faire les cercles, et on va voir ce qui se passe. Alors il y a un piège, c'est que la pyramide de Khéops, elle a un socle qui change la dimension de la pyramide. Et exactement. Il va falloir travailler avec le socle. Donc ça nous fait 231,48. C'est toujours les chiffres officiels. Donc il n'y a pas... Alors ce qui est marrant, c'est que si je fais le périmètre avec le socle, multiplié par le pyramide sans socle, j'obtiens, sans les virgules bien sûr, 361,4, c'est-à-dire à une année plus 6 heures. Donc c'est assez sympa de voir ça. Je prends Képhren, j'ai ces dimensions-là. Michael, j'ai ces dimensions-là. Voilà. Alors maintenant, on va travailler. Bon, les trois périmètres des diagonales, des triangles, ça fait 1447,15 divisé par 4, ça fait 22,36 fois 1,618. Donc là, on retrouve le nombre d'or partout. Alors, pyramide de Khufu, elle va faire ici, nos deux pyramides, comme tout à l'heure, ça fait 1626 mètres. La même chose pour Képhren, 1515. L'inverse de 51,51. C'est l'inverse de 51,51. C'est intéressant. Oui. Et ici, 741,41. Alors, on y va. Pour les choses surprenantes, on additionne 1515 plus 1626. Pi. Est-ce qu'ils l'ont fait exprès? 3141 mètres. Voilà, tout le monde peut vérifier. Voilà, il n'y a pas débat non plus. Si je soustrais, ça fait 111, donc 3 fois l'unité, et c'est aussi un degré d'arc pour un cercle qui fait 40 000 km. Si on reprend la définition du mètre, le degré, ça va être 11. Donc c'est pas mal non plus. Ça va parler. Après, il y a des choses qui sont peut-être des coïncidences, et puis tout est en harmonie. On ne va pas tout reprendre. Ce qui est important, c'est ces chiffres-là. On voit bien que toutes les pyramides elles sont en harmonie aussi.
Là, je vais prendre 1515 que je vais additionner avec 741, ça me fait 22,50, 641 fois 365, ça fait, c'est égal à phi. Si je fais la circonférence, donc les 3141 mètres, plus la pyramide de Mykérinos, j'obtiens 3882,17 divisé par 24, c'est phi. Ici, je prends les mêmes pyramides, mais je fais une division, j'obtiens 42,36, c'est phi. Ce qui est marrant, c'est que là, tu redivises par 24, on a toujours ce petit rappel au temps. Voilà. Là, tout à l'heure, tu avais 365 et là, 24. Oui, rappel au temps terrestre. Hein, voilà, puisque on parle toujours d'horloge astronomique et on va voir, bien sûr, il y a toujours c'est toujours dans l'air. Donc, à chaque fois qu'on fait quelque chose, eh ben, on trouve soit le nombre d'or, soit son inverse, ou soit le mètre. Alors là, ça, c'est fabuleux aussi. Je prends pyramide de Khufu, pyramide de donc 258,80 plus 241,20 et là l'hypoténuse 118. Hein, c'est le triangle, hein, c'est l'hypoténuse du triangle noir. Ben, les deux là, ça fait 500 mètres pile. C'est normal parce qu'on avait 3,14. Mais on a 500 mètres pile. On est bien en système métrique. Et là, je prends la pyramide de Mykérinos, 118. Ça fait bien sûr 618. 618 mètres. Voilà. Donc là, on a vraiment une harmonie entre les trois pyramides. C'est pas discutable. Là, 359,20 mètres, ça va nous servir plus tard. 359,20 fois 355,15. Alors 355,15, c'est les hauteurs cumulées des trois pyramides. On obtient le diamètre équatorial de la Terre. D'accord. Bon, après, c'est peut-être un hasard. Hein. Allez, on peut utiliser le hasard de temps en temps, nous, on a le droit. Ben oui, moi je l'utilise de temps en temps, voilà. Bon. Ben oui, autrement, voilà. Donc le rayon, ça, si on fait un rayon de 0,618, 0, de 7 chiffres après la virgule, 8 chiffres, ouais, 7 chiffres après la virgule. C'est l'inverse du nombre d'or. Circonférence, c'est ça. Divisé par la racine de 2, c'est 1,137, c'est le rayon de la Lune. Oui. Si je fais avec la surface de la sphère, c'est exactement le côté de la pyramide de Khéops, 230,35. C'est la surface de la sphère au carré. Donc après, je fais fils virgule. Et si j'avais pris 1,618 plutôt que 0,618, la surface de la sphère me donnait 147,12. Donc, c'est la hauteur de la pyramide avec le socle. Hein? Donc, c'est assez fou. Voilà. Ah. Alors, ça devient intéressant. Et après, on va passer aux choses sérieuses. Là, c'est l'obélisque qui me permet de positionner toutes mes pyramides. On va voir ce que ça donne avec nos trois pyramides. Bon, déjà, ici, les trois pyramides alignées. Voilà. De l'obélisque, on a le centre. Hein, c'est le cercle qui, si on fait un cercle qui va le fameux point les deux opposés des pyramides, ben, le cercle est exactement sur Képhren et on est à 24 km pile. Donc on est toujours à 24. Hein. Ici, c'est entre l'obélisque et la pointe, ben, du moins la pointe, le milieu de Képhren. 24,088. Ça te dit rien, 24,088 ? Ben, je vais te dire ce que c'est. Si je fais ici un parallèle qui passe exactement sur l'obélisque, donc un parallèle à l'équateur, sa distance va faire 34 687,77. Et en une minute, il va parcourir 24,088 mètres. Donc la distance entre l'obélisque et la pyramide le centre de la pyramide de Képhren, c'est la distance que va parcourir l'obélisque sur la Terre en une minute. Une minute. Donc on a toujours ce rapport avec le temps. Voilà, toujours. Si je la passe, c'est parallèle sur la pyramide, ici, j'ai 34 740,68, c'est comme sur le Sphinx, j'ai le diamètre de la Lune. Et la Terre parcourt sur Képhren, ici, alors 3740 divisé par 24, 1447,52, et 1447,52, c'est la somme des trois triangles que j'avais tout à l'heure. C'est quand même assez fou. Oui.
tracer maintenant un parallèle sur Khéops. 34 743. Si je fais 34 743 moins 34 687,77 sur Héliopolis, j'obtiens 52,36. Voilà. Okay. Voilà. Si je vais sur la pyramide de Mykérinos, dans le centre, divisé par, si je prends le diamètre de la Terre polaire, divisé par la distance, ça me donne la coudée de Nippur. Et sur la Khéops, j'ai la coudée linéométrique. Voilà. Et la coudée équatoriale, je l'ai entre le pôle Nord et puis l'obélisque, comme on l'a vu. Alors, pour résumer, on a donc une pyramide qui a été faite avec un cercle de 1626 mètres avec le socle et 1618 mètres sans le socle, 1515 mètres pour Képhren et 741 mètres pour Mykérinos. Alors, ça va encore parler. Hein. Donc, Khéops plus Mykérinos fois Képhren plus Khéops fois Mykérinos, ça me donne 2328. Et 2328, ici, divisé par 2, c'est égal à 164. C'est le diamètre d'un cercle qui va me donner un périmètre de 360 jours plus 4 heures. Hein. Et c'est ce qu'on retrouve tout à l'heure entre les trois pyramides. Alors, il y a un petit débat, parce que si on prend les chiffres de Petrie, c'est vrai que les archéologues sympas comme Newton 404, qui m'a fait remarquer qu'il y avait un peu plus que 1164. Mais quand tu vas sur Google Earth, on va pouvoir faire la démonstration tout à l'heure. Moi, j'arrive pas à trouver. Et je pense que c'est dû au fait qu'on part du principe que les pyramides sont parallèles. Et en fin de compte, la Képhren et Mykérinos ne sont pas tout à fait au nord. Donc, je pense que ça peut jouer sur la différence qu'il y a entre pour retrouver les 1164. Okay. Hein. Et moi, je les trouve les 1164 sur Google Earth à chaque fois. Alors, on va passer aux choses sérieuses. Donc, on résume 1626 mètres plus 1515 et 741, c'est les trois pyramides. Et les trois triangles qui vont nous permettre de poser les pyramides sont là. Si on assemble Khéops et Képhren, on a 500 mètres, et Képhren et Mykérinos, 359,21. Ça veut dire que comme Képhren était la première positionnée, on devra avoir entre les deux lieux qui me permettent de placer les pyramides. Donc si je veux placer Khéops, il me faut 500 mètres par rapport à Képhren. Et si je veux placer Mykérinos, normalement il me faut 359,21 pour placer Mykérinos. Et on va voir que ça marche. Voilà, donc si vous êtes prêts, on commence les travaux. Et on va sur les lieux, les gars. Vous mettez les bleus, on y va? Allez, casque de chantier, chaussures de sécurité, la totale. Non, ça sera des sandales aujourd'hui. Ah, sandales? Il fait beau, il fait beau. En caleçon, en sandalettes. Il fait beau. Hein. On a une gourde d'eau quand même, hein. C'est chaud. Bon, allez, je change de slide. Voilà. Tu me vois là? Ouais, le temps que tu la mettes en plein écran. Donc, avant d'aller sur le lieu, peut-être que tu as des choses à faire remarquer. Il y a peut-être des choses que tu as envie de dire. Bah écoute, moi, je suis toujours parti dans cette... comment dirais-je, dans cette logique. Selon moi, les bâtisseurs du plateau de Gizeh connaissaient parfaitement la Terre, ses dimensions. On a déduit, nous, Cocorico, au sortir de la Révolution, le mètre en mesurant, soi-disant, la Terre. Bon, moi, je pense qu'eux l'avaient déjà fait depuis très longtemps. Ils ont déduit cette unité de mesure, le mètre, qui est en rapport complet avec la Terre. Et pour moi, la Grande Pyramide, aujourd'hui, elle se profile comme une maquette de la Terre. Donc, je trouve que, comme on le disait tout à l'heure, on enfonce le clou parce que dans tes calculs, ça nous fait toujours ressortir des données temporelles aussi. Tu vois, 24, comme les 24 heures d'une journée, la minute, combien de distance va parcourir sur une minute, sur 24 heures terrestres. Pour moi, voilà, aujourd'hui, moi j'en suis convaincu, les concepteurs et les bâtisseurs de ce complexe ont voulu nous signifier qu'ils connaissaient parfaitement toutes les dimensions de la Terre. Ils connaissaient parfaitement le temps. Ils ont tout intégré dans ce monument.
Ouais, ce système, qu'est-ce que tu en penses de... Je fais des questions aussi. Oui. Qu'est-ce que tu en penses de ce système avec ces 2 triangles, avec Ah ces bah, cercles? moi je trouve que c'est très pertinent parce que tu es le premier à jouer avec ce fameux hypoténuse et ses cercles. Et ça me rappelle vaguement ce que j'avais découvert il y a des années avec Mathieu et Georges Vermar. Euh, Ils n'étaient pas partis sur le même, mais ça ressemble. Enfin, je veux dire, C'est tout simple, c'est c'est tout tout simple. simple. C'est vrai que c'est Voilà. tout simple. Là, On j'ai voit tout. bien qu'il y a une harmonie dans l'implantation de ce plateau de Gizeh. Rien n'a été fait au hasard. Contrairement à ce qu'on voudrait nous expliquer, chacun a fait sa pyramide au petit bonheur la chance, là où il voulait. Ouais, non, non, et voilà, tout a été conçu bien avant. Et comme tu nous fais voir, c'est tout simple, quoi. Il n'y a pas besoin de faire des calculs savants, astronomiques pour implanter harmonieusement ces 3 pyramides sur le plateau et nous Alors faire maintenant, ressortir tout ça. alors ce qu'on a fait, nous, on a délimité les 3 pyramides. Maintenant, il va falloir les placer d'une manière judicieuse, parce qu'on a simplement, on était au bureau d'études et simplement, on a vu quelle est la taille de chaque pyramide pour que ça soit en harmonie. Ça, Mhm, c'est fait. mhm. Maintenant, il va falloir les placer pour que ce soit en harmonie. Et c'est Alors, ce est-ce qu'on que fait. tu prends en compte, petite question, Eric, est-ce que tu prends en compte la constellation d'Orion dans tout ça? Alors moi, je ne prends pas en compte la constellation d'Orion parce que D'accord. c'est pas mon boulot. D'accord, Je chacun ses laisse ça à Mathieu, spécialités. Ok. qui est très complémentaire avec moi, donc on Et s'entend très Cathy? bien. Voilà, voilà. Mhm. Voilà. De toute façon, on est dans les nuages tous les deux, on est artistes tous les deux, donc ça va. Mais Voilà. j'essaie pour faire ça d'être un peu plus sur les pieds sur terre. Hein. Mais moi, j'ai Mais envie de. moi, je trouve que c'est complémentaire, hein, vos recherches sont complémentaires. Alors, Et je vais moi, faire cette. je me bats pour le rationnel. Parce Mhm, que tout est possible, mais là, j'ai envie de me battre pour le rationnel et pour montrer qu'on est capable, nous aussi, de mettre des chiffres, de faire des mathématiques, et qu'il n'y a pas besoin de parler d'extraterrestres pour faire de la calcul alternative. On peut le faire très bien avec une lecture cadastrale. mhm, mhm. Et j'avais envie de faire ça. Alors, moi, je fais cette petite parenthèse parce que nous allons nous retrouver, Eric, ainsi que Mathieu. Il y aura aussi Quentin Leplat. Ça va être au Festival de la Merveille et des Mystères qui aura lieu le 12, 13 et 14 mai prochain. Donc, voilà, si vous avez envie de voir une belle conférence d'Eric, de Mathieu, Quentin, où on va aborder bah, tous ces sujets passionnants. Je crois tu vas aussi parler de la Rochauffée. C'est un lieu qui Surtout, ouais, t'est. je vais parler de la Terre entière. De la Terre entière, voilà. De la Terre entière, la théorie des. Ben, je vais expliquer. Platon disait que la Terre était faite de 4 éléments à quantité égale. Et ben, je vais expliquer que ce que dit Platon, ben, on peut le réaliser très facilement. La Terre est vraiment faite avec les 4 éléments Mhm, mhm. de manière égale. C'est ce que je vais expliquer. Voilà. Donc j'ai hâte de Voilà. participer à ce festival où je ferai partie, hein. Je serai avec Antoine participant des tables rondes pour voilà, vous poser des questions un petit peu tordues, peut-être des choses que vous aurez oubliées, mais j'ai hâte d'y être. Mm. Voilà. Donc Bon, ben, voilà, je ferme cette parenthèse. voilà. Ben, nous, on va passer. Donc, on va mettre les bleus et puis on y va. Hein. Allez. Voilà. Donc, on va commencer par là. Hein. On va partir sur notre Graal, les pyramides de Gizeh, qui sont là. Et maintenant, on va expliquer, puisqu'on a déterminé leur forme, pourquoi on les a positionnés là, et pourquoi tout est harmonieux, pourquoi elles sont décalées, voilà. Donc, on va repartir sur notre Graal, qui est les pyramides de Gizeh. Et avant de faire la démonstration, je vais simplement vous montrer comment est-ce que Képhren et Khéops ont pu être orientés au nord et positionnés par rapport à Héliopolis et Djedefré, puisque c'est quand même la base de ma démonstration, avant de passer à la pratique de tout à l'heure. Donc on va aller donc sur Gizeh, donc on voit nos 3 pyramides, et ce que je vais faire, je vais aller tout de suite sur l'obélisque, ici. Alors on a une nouvelle mouture au niveau de Google Earth, c'est super précis en ce moment, c'est génial. Donc je vais prendre la fonction polygone, je vais prendre ici un point, je vais après sur Djedefré et je vais faire une triangulation. Je me mets à peu près normalement sur l'angle du mur ici, et je vais sur Gizeh et vous allez voir ce qui va se passer. Je me mets un peu n'importe où hein, sur la pyramide, voilà. Et vous voyez que la surface est très proche du mètre, et je vais me mettre ici en système métrique.
Voilà, hop, on approche. Au niveau de la surface. Voilà, là, j'ai mis en mètres carrés, donc si je me mets en kilomètres, c'est tout de suite. Mais bon, c'est pour montrer la précision, hein. Donc je me mets comme ça. Vous voyez que j'ai pas positionné Keyfriend au système métrique. On a exactement 100 000, donc en mètres carrés, ça doit faire 100 km². On a exactement 100 km², donc c'est système métrique. En plus, c'est un chiffre 100, donc c'est pas n'importe lequel. Donc pour positionner il a suffi simplement de faire une triangulation, de nous mettre au système métrique, et on a positionné, pas le centre, attention, on n'a pas positionné le centre, mais on voit que la pyramide est orientée complètement nord, et simplement avec ce triangle-là, on a le nord, on a le côté de la pyramide, donc on a le périmètre. Donc simplement avec mes 2 points, Héliopolis et Gédéfré, j'ai pu positionner Keyfriend pour avoir le nord et les dimensions de la pyramide. Je n'ai pas son centre, c'est normal, parce que je ne peux pas tout avoir. Le centre, ben, je vais l'avoir ici, si je fais la même chose sur Kéops. Alors je ne vais plus avoir le système métrique, je peux pas aller tout, hein, mais si je me mets sur le centre, ici, eh ben, j'ai exactement la même chose, c'est-à-dire que j'ai orienté Kéops face au nord, c'est pas discutable, et j'ai le côté de Kéops avec ce système-là. Donc on peut dire que la pyramide est positionnée, hein. Donc si je prends un petit peu d'altitude, voilà ce que ça donne, hein. Voilà. Donc Héliopolis, Gédéfré et la pyramide, elle est positionnée, hein, mais on va bien sûr affiner tout ça. Mais je voulais remontrer ce truc-là que j'avais déjà montré dans une autre conférence. Voilà. Donc on retourne sur nos pyramides. Voilà. Alors, on va faire ce que j'ai expliqué, un double carré. Donc on va dessiner 2 pyramides et non une. Et on va commencer par Keyfriend puisque c'est la première qui a été bâtie. Alors, on peut la mettre au nord, la deuxième, on peut la mettre au sud, à l'est ou à l'ouest. Alors je vais mettre d'une manière autoritaire, je vais mettre le point, et je vais vous expliquer après pourquoi j'ai fait ça. Voilà, le point où on a fait la première pyramide, c'est l'ouest ici de Keyfriend. Je vais vous l'expliquer après. Mais pour que ça soit plus compréhensible, je vais poser le point d'abord. Et là, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Qu'on avait 500 mètres. Si j'additionnais le triangle de Keyfriend et le triangle de Kéops, j'avais 500 mètres. Ça veut dire qu'on doit avoir 500 mètres entre cette position, ici je vais faire mon cercle, et le cercle sur Kéops. Et donc, 500 mètres, c'est exactement ici. Hop, voilà. Voilà. Et là, on a exactement 500 mètres. Je vous le montre vite fait, hein. Si je me mets là, ici j'ai les chiffres qui défilent. Hop, je mets hop, en ligne. Je fais vite fait, hein, vous pouvez le refaire chez vous. Hein, vous voyez, on a 500 mètres. Et vous voyez l'angle, hein, là je l'ai fait vite fait, hop, mais il est de 6,18. Hein. Donc vous avez 500 mètres avec l'inverse du nombre d'or pour poser le point numéro 2. C'est pas beau ça? C'est beau. C'est beau, hein? Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on a posé ce point ici? Parce que ça me faisait un bel angle droit avec cette ligne ici. Et je vais où avec cette ligne? Et je vais... Alors la ligne, elle fait exactement 4500. 4500 plus 5000 et 500, ça fait 5000. Donc on est en train de faire un carré, un rectangle, qui fait encore 10 000. C'est quand même pas beau ça? Voilà. J'ai fait un carré, le rouge là, qui fait exactement 10 000 mètres. C'est 10 un rectangle. Un rectangle, 10 mètres. Donc c'est un rectangle de 9 carrés. Hein. Et on va exactement sur la grande excavation, qui est ici. Donc le pendant sud de Gédéfré, hein, parce que c'est quasiment la même chose. C'est le grand trou qu'on a vu tout à l'heure. D'accord. Voilà. Donc on a un rectangle ici, qui fait exactement 10 000. On va y revenir tout à l'heure. On a fait ce rectangle-là. On a posé, pour avoir un angle droit au nombre d'or, ou à l'inverse du nombre d'or, ici. Hein, voilà. Donc ça c'est fait. Donc vous avez l'explication pourquoi est-ce qu'on a mis... Il y a d'autres explications, mais on simplifie. On a toujours Héliopolis comme juge de paix. Donc on va faire une droite de Héliopolis ici. On voit bien que 2 et 3 sont alignés, hein, sur Héliopolis. Sur Héliopolis, ok. Voilà.
avec un angle de 45 degrés. Mais c'est travaux de Ward, donc je laisse à Ward ce qui appartient à Ward, mais lui, c'est pas cet endroit-là qu'il a 45, mais il y a du 45 degrés. Voilà, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'alignement. Et de Mykérinos à ici, alors j'enlève la ligne noire qui va sur les Heliopolis, et je refais ici cette ligne blanche qui va sur le 2. Donc là, on a un angle à 45 degrés, pile. Et on a 809 mètres. Et 809 mètres, c'est le nombre d'or divisé par 2. Donc on ne peut pas avoir une plus belle harmonie. On a ici la divine proportion avec le jaune. On a des angles à 618, du 1 618, du 809, qui est, voilà. Ouais, tout pour le coup, c'est bien verrouillé, quoi. Voilà. On ne peut pas dire que c'est le hasard. Alors celui qui dit que c'est le hasard, moi je ne comprends plus. Bon, bah, s'ils arrivent à le faire avec les McDo du Caire, écoute, ouais, voilà. Alors là, maintenant, on va procéder, on va voir si on ne s'est pas planté, on va procéder à une vérification. Donc, vous allez voir les cercles qui vont s'afficher. Vous avez alors la mesure, j'ai dit 1515. Vous l'avez, on est d'accord, Oui. Vous le voyez? J'ai dit que pour le cercle Khéops 1626, vous avez bien 1626, on est d'accord. Et j'ai dit pour l'autre cercle, ici, pour Mykérinos, j'ai dit 741, on a bien 741. Donc vous voyez, on a bien les cercles. Donc maintenant, je vais les poser, puis on va voir si on a une harmonie parfaite. Je pose le cercle de Khéops. Non, excusez-moi, de Képhren. Pyramide, voilà. Okay. Donc on voit bien que le 1 me permet de positionner les deux angles est. J'ai fait un double carré, mais j'aurais pu faire un double carré pour avoir les quatre angles. Je pouvais faire ça en double carré ou comme ça. Et je vais poser mon cercle de Khéops. Et qu'est-ce qu'on voit? On est en tangente parfaite. Tangente parfaite. Voilà. Donc on a une harmonie exceptionnelle. Je vous ai montré que les codes étaient bonnes. Donc on n'a plus qu'à faire la même chose sur Mykérinos. Et si on a en tangente, je crois qu'on a gagné. Voilà. Et on a gagné. On a posé nos 3 pyramides en complète harmonie. Et on aurait pu faire un cercle global qui est ici. Ce cercle-là, qu'on peut faire, qui va reprendre les 3 pyramides. Et ce cercle-là, en surface, il fait la distance Héliopolis pôle Nord. Donc c'est intéressant que ce cercle, voilà. Et normalement, entre le nord-est de Khéops et le nord-ouest et sud-ouest de Mykérinos, on a l'équivalent de 1164. Et 1164, c'est un cercle qu'on a fait l'autre fois, qui fait 365,4. Donc si je me mets là à 24 sur Képhren, je fais un cercle qui fait 3650. Donc le nombre de jours d'une année plus 4. Voilà. Donc on a bien une horloge, voilà. Et puis on a oublié un truc, c'est qu'on a des hauteurs dans les pyramides, elles ne sont pas en 2D, elles sont en 3D. Donc comment on a délimité les hauteurs? On va le voir ensemble. Parce que on a tout ici. On va retourner sur la grande excavation. Je reprends outil. Je me mets exactement sur cet angle ici. Et là, je vais me mettre ici en degré d'arc. Et je vais retourner sur le plateau de Gizeh. Et vous allez voir, c'est assez fou, puisqu'on va voir les trois hauteurs. Alors, je vais sur le 2 ici. Vous avez pu voir les chiffres, je remonte. Voilà. Je vais sur le 2, sur le Khéops. Si je me mets, je ne vais pas me mettre sur l'extérieur, puisque c'est la hauteur de la pyramide. Vous avez vu, si je me mets sur la pyramide, j'ai 146,60. En seconde d'arc, j'ai la hauteur de la pyramide. Voilà. Pas mal. Si je vais sur le sommet, parce que là, ici, le sommet, c'est 143,60 de Képhren, là, je ne peux pas mieux faire que 143,60, avec 3333, donc l'angle est intéressant. Et là, ça ne marche plus, ici, sur Képhren, sur Mykérinos. C'est normal. C'est normal, parce que je vais me mettre ici, je vais retourner en mètres. Et si je prends 4228, qui est ici, et c'est quoi 4228? C'est le carré de 65 de la hauteur de la pyramide. Et si je veux 65,16 exactement, je me mets là,
sur l'autre point de la demi-base. Là, j'aurais exactement 65,16. Donc, le carré, disons 4255, je crois que c'est ça. C'est le double, c'est au carré la hauteur de la pyramide. Donc, j'ai la hauteur de Mykonos, de Képhren et de Khéops. Voilà. Donc, je pense qu'on peut guère faire mieux. Est-ce que selon toi, cela expliquerait ce fameux renfoncement des faces sur Khéops et Mykérinos, qui nous suggère des demi-bases en fait? Ah, moi j'ai entendu parler que c'était à cause des touristes qui étaient montés sur. Oui, bah oui, là, alors après, bon, il y a eu la première hypothèse, et ils ont fait tomber des pierres du haut et puis ça a creusé les faces. Bon, il y a la seconde hypothèse, maintenant c'est les touristes qui sont montés avec leurs baskets, ils ont grignoté les blocs pour créer un renfoncement de face. Bon. Là, c'est de l'irrationalité totale aussi, puisqu'on a quand même des architectes qui nous font des démonstrations sans un chiffre. C'est du texte, il n'y a pas de chiffre. Un architecte qui n'a pas de chiffre, de calcul de résistance, qui fait une démonstration, c'est pas de l'architecture. Et en plus, on peut rien faire si on va pas à l'intérieur. N'importe quel expert dit, moi, si je veux faire une thèse, il faut que j'aille dessous, voir comment c'est. Donc, on n'est pas allé voir dessous et on cite pas de chiffre, de résistance, de rien. C'est du blabla. Voilà. Donc, pour moi, c'est complètement de l'irrationnel. Le but, c'est ils veulent amener du rationnel là-dedans, parce que les 8 faces, on parle d'équinoxe, tout ça, ils veulent pas l'accepter parce que c'est trop irrationnel. Donc, ils deviennent encore plus irrationnels. En sortant des trucs encore plus farfelus. Voilà, plus farfelus. Pour sortir de l'irrationalité, ils nous emmènent dans l'irrationnel. C'est ça. Impressionnant. Et là, oui, la dernière que j'ai vue passer, quand même pas mal, c'est les touristes. Hein, au bout de 4500 ans, pas 4500 ans, parce que le Khéops a perdu son revêtement, soi-disant, je crois que c'est le grand tremblement du Caire qui a eu lieu en 1301, je crois. Hein, bon, voilà, et puis depuis 1301, les touristes grimpent sur la pyramide et on fait ce creusement des faces, voilà, avec leurs petites chaussures. Ouais, parce qu'il fallait te dire, il y avait un guide depuis 1300 et quelques, il y avait un guide dans chaque face pour qu'il y ait les mêmes quantités de personnes qui montent de chaque côté. Oui, pour faire un creusement égal. Il y avait une balance. On faisait alors là, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit oui. Alors là, c'est qui les farfelus dans l'histoire, quoi? Est-ce que c'est vraiment nous qui nous basons sur des chiffres, sur des corrélations astronomiques, comme tu le dis, hein, qui font ressortir les solstices, les équinoxes, voilà, chose qui est avérée sur tous les sites sacrés de la planète. Donc, je vois pas pourquoi le Gizeh ferait exception. Et là, nous sortir ça, mais alors là, je me dis, mais là, vraiment, là, je sais plus quoi penser, moi, de leur argument. Franchement, moi, je me trouve très rationnel. Après, oui, personnellement, moi, je préfère écouter tes explications que les leurs. Après, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Hein. Je pense là que c'est inattaquable. Voilà, les trois cercles qui font les 3 pyramides, on a exactement les cotes. Et on reprend les 2 longueurs avec au nombre d'or pour poser les 2 pyramides. Alors, on en a parlé justement, le Sphinx, tu ne le fais pas rentrer dans ta base de calcul. Est-ce que tu as essayé de chercher dans ce sens-là, voir si le Sphinx rentrait en corrélation avec ces cercles? Alors le Sphinx, oui, parce que j'ai eu une conférence, le cercle que je fais autour de la pyramide de Khéops, de 1618 mètres, c'est le même. Il vient à l'arrière de Képhren, Khéops et l'arrière du Sphinx. C'est l'arrière du Sphinx. Cercle. Mais après, le Sphinx a été construit bien avant. Hein. De toute façon, les géologues le disent. Je crois que c'est les mieux placés pour nous expliquer ça. Et j'ai d'autres explications de Sphinx que je laisse pour la conférence du mois de mai, qui sont assez folles au niveau du Sphinx. Non, mais le Sphinx est antérieur à tout ça. Je pense que c'était le premier arrivé. C'est le lion qui est arrivé le premier sur le plateau de Gizeh. Et moi, j'ai vu je ne sais combien de photos, d'anciennes photos du plateau de Gizeh, où on voit justement le Sphinx. Il n'y a plus que la tête qui dépasse du sable. Voilà. Donc, alors, si le Sphinx avait subi une érosion due au vent, au sable, le côté abrasif, etc., la tête aurait été beaucoup plus endommagée que le reste du corps. Alors que là, c'est l'inverse. Et pour moi, c'est logique, puisque s'il y avait que la tête qui dépassait du Sphinx, on a retaillé la tête. On n'a pas touché au corps. Bien sûr. Donc la tête a été retaillée bien après
la conception même du sphinx. Alors après, ça c'est tout un débat. Est-ce qu'il avait une tête de lion? Est-ce il pouvait ressembler à Anubis aussi, avec cette tête de chacal? Comment la tête aurait été retaillée pour avoir un visage humain, on va dire. Mais oui, le sphinx est beaucoup, beaucoup plus ancien que les pyramides. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de rappeler aussi que les Égyptiens faisaient beaucoup, beaucoup de fresques. Il y en a partout. Hein. Bien sûr, il n'y en a pas dans les pyramides, mais non seulement il n'y en a pas dans les pyramides, mais on ne représentait jamais de pyramides. Donc, dans toutes les fresques qu'on avait, on voit une ou deux fresques avec des pyramides nubiennes, mais des pyramides très ailleurs, on n'en voit pas. Les gars, ils avaient 130 ou 140 pyramides sous les yeux, ils n'en ont pas représenté une. Pourquoi? J'ai pas l'explication. Mais je faisais référence au festival auquel nous allons participer au mois de mai, où nous donnerons aussi, Stéphane Levacher fera un hommage à Georges Vermard. Et je sais que Georges avait fait cette réflexion un jour dans une émission où il expliquait que voilà, les Égyptiens comment nous abondaient de fresques, comment ils soignaient un corps au pied, comment ils soignaient des petits bobos de la vie quotidienne, et nous n'avons rien sur la construction des pyramides. Et c'est là où c'est dérangeant pour l'égyptologie, puisque nous n'avons aucune fresque représentant la construction des pyramides, alors que... Mais même une pyramide. Même une pyramide, oui. Voilà, oui. Mais elles ne sont jamais reproduites, alors qu'elles étaient à côté. C'est comme si tu allais à Paris et puis que il y avait pas de carte postale de la Tour Eiffel. Tu te dis, attends, il y a un problème. Oui, c'est ça, oui, voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que les archéologues se fient aux fresques, mais ne se fient pas à la reproductibilité. Donc, on a des archéologues quand même qui ont vu que sur une barge, on mettait 2 obélisques de 300 tonnes. Donc, ils se sont dit, on va faire, on était capable de transporter 600 tonnes sur une barge. Mais quel est le marin qui va accepter 2 obélisques de 600 tonnes alors qu'on peut faire 2 voyages avec 300 tonnes? Les obélisques ne sont pas faits à la chaîne. Le même jour, il n'y avait pas 2 obélisques de près, on n'est pas chez Ikea au click and collect. Donc, c'est aberrant. Donc, le mec, il arrive, il y a un obélisque de fait, il ne va pas attendre 6 mois, 8 mois, 10 mois avec le bateau en attendant que le deuxième soit fait. Donc, il va emmener un obélisque d'Assouan jusqu'à Delphes, jusqu'à Thèbes, je veux dire, jusqu'à Karnak. Et il va revenir, il ne va pas attendre. C'est complètement débile d'imaginer qu'on peut mettre 2 obélisques de 600 tonnes alors qu'on peut faire 2 voyages avec 300 tonnes. Et on va croire la fresque, voilà. On va croire la fresque et on ne va pas croire le marin, le sens pragmatique. Le mec, il va dire, mais attends, non, ton obélisque, j'emmènerai après. C'est de la folie. Ils ont le temps. Ils ont le temps. Et tu m'avais parlé de ce transport aussi, je trouvais ça intéressant, de transporter sous la barge. Je vais faire une vidéo là. Je vais aller à la plage et je vais faire le Nil. Je vais faire le Nil avec un petit écluse, un système. Et je vais montrer aussi qu'avec la poussée d'Archimède, si tu prends une pierre que tu poses sur un Tupperware, je vais faire un démonstration avec Tupperware, le Tupperware va couler parce que, à cause de la poussée d'Archimède. Et si tu mets la pierre en dessous, la pierre va être 20 ou 30% moins lourde. Et le Tupperware va flotter parce que la pierre va être dans l'eau et pas sur l'eau. Et donc, je pense que, bien sûr, si on doit transporter des pierres, on va les transporter, bien sûr, dessous. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, à mon avis, pour transporter des pierres? On fait un grand trou, on fait tomber l'obélisque ou la pierre dans le trou. Après, on fait une bifurcation du Nil, comme une écluse. Avant, on construit la barge en bois. Des rondins de bois, ça suffit, il n'y a pas besoin de faire de bateau, hein. Qu'on met avec des cordes au-dessus de l'obélisque. On ouvre, l'eau rentre, le radeau monte, hein, c'est ce qu'on fait en Bretagne pour travailler nos corps morts. Hein. L'eau monte, et le radeau décolle le caillou, et une fois qu'il est décollé, on refait une deuxième bifurcation de ce point d'eau jusqu'au Nil. On réouvre, si on veut, et la barge part avec le caillou en dessous. Voilà, il n'y a aucune manipulation. Non, mais... C'est l'eau qui fait tous les travaux. Mais c'est plus logique que de mettre ça dessus. Moi, j'apprécie cette manière de penser logique. Moi, je suis marin et je fais un peu de bâtiment. Donc, la construction et le bateau, je connais. Alors, quand on me dit de me fier à des petits dessins, je ne peux pas, moi. Je peux pas. Surtout que des expériences ont été faites, on voit que c'était très peu concluant.
que ce qui s'est fait, aujourd'hui, on fait des petits dessins pour expliquer. Mais quand ils sont arrivés, les Égyptiens, si les obélisques étaient en place, ils ont fait des petits dessins avec ce qu'ils connaissaient. Ils connaissaient les bateaux. Donc, ils ont imaginé aussi qu'on pouvait mettre les obélisques sur les bateaux, alors qu'ils étaient déjà là. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce que faisaient les Égyptiens. Imaginer parce qu'on ne comprend pas. Oui. Et moi, c'est ce que voilà, c'est l'argument que je mets toujours en avant. Je m'excuse, nous sommes en 2023, nous n'avons toujours pas compris comment ces pyramides ont été construites. Donc Voilà. on aura beau nous traiter de farfelus dans tous les sens avec nos calculs, nos machins. Moi, tant qu'on ne m'aura pas démontré par A plus B qu'on était capable, il y a 4500 ans, de fabriquer une pyramide avec des moyens simples, et puis, je dirais mea culpa. Pour l'instant, rien n'a été démontré. Et je dirais, voilà, on est quand même en 2023. Je sais pas, je trouve ça quand même aberrant que on n'ait toujours pas compris comment ils ont fait pour construire ces pyramides. Alors c'est très simple. Moi, je suis très rationnel. Et si on n'est pas capable de construire le coffre ou le sarcophage de Khéops, on n'est pas capable de construire une pyramide. Donc je voudrais lancer un Tipeee où on va reconstruire le coffre de Khéops, 2 mètres sur 1, c'est pas grand. Donc il faut trouver les tailleurs des pierres qui existent. Je ne sais pas si on va les trouver. Il n'y a pas besoin de faire un coffre. Hein. Moi, Non, j'ai vu passer cette, j'ai vu passer cette vidéo. Vas-y, vas-y. Pourquoi Parce que ça va être la reproduction exacte du coffre de Khéops, donc avec les outils d'époque. Donc si on est capable de le faire, moi je dis on peut peut-être construire une pyramide, mais si on n'est pas capable de faire 2 par 1, on n'est pas capable de construire une pyramide. Et ce coffre, si la reproduction exacte du coffre de Khéops, tous les musées vont se l'arracher. Si on fait un Tipeee, on est tous milliardaires ou millionnaires. Hein, voilà. Donc, parce que franchement, la seule reproduction du coffre de Khéops avec les outils anciens exposés au musée, tout le monde les arrache. Donc moi je lance une souscription. On fera la souscription que quand on aura trouvé les tailleurs de pierre, ils seront payés. Donc je lance un appel à tous les tailleurs de pierre qui se sentent capables de reproduire avec les outils d'époque de la délérite et un bout de cuivre le coffre de Khéops avec les angles intérieurs, extérieurs c'est impossible. Donc on va voir si je demande à l'archéologue officiel de nous soutenir, de surveiller, de vérifier ce qu'on va faire. On va trouver un endroit exceptionnel où les enfants pourront venir le week-end voir l'avancement des travaux et dans un lieu public, on verra. Et une fois qu'il sera terminé, on le revend à un musée. On est tous millionnaires, tous ceux qui ont fait le Tipeee. C'est un truc qui se vend à prix fou, comme la Joconde. Mais j'ai vu cette petite vidéo qui est passée il n'y a pas si longtemps que ça sur juste tailler un bloc de calcaire. Voilà. Dans une carrière et à la fin ils utilisent de l'eau parce qu'ils se rendent compte que le calcaire est beaucoup plus tendre à travailler si on le mouille avec de l'eau. Bon, je crois qu'ils mettent quand même c'est 5 ou 10 jours. 6 jours avec 300 litres d'eau. Moi j'ai calculé, ça fait au moins 5-6 burins par jour. Donc multiplié par 2,5 millions de pierres, on devrait trouver entre 10 et 15 millions de burins par pyramide dans l'Égypte. Chose que l'on n'a jamais trouvée. Ça n'explique pas la production de cuivre. Il y avait l'usine à côté. Même si ça se retaille, mais bon, il y a en gros 10, 15 millions ou 20 millions de burins de cuivre qui ont été fabriqués en espace de 150 ans. Je sais pas si on est capable de faire ça, peut-être en Chine, mais pas en France. Mais j'insiste, je fais une souscription. Donc on cherche les tailleurs de pierre. Donc je fais un appel solennel aux tailleurs de pierre qui acceptent de refaire le coffre de Khéops, parce que moi je suis rationnel et je veux de la reproductibilité. Et une fois qu'on a les tailleurs de pierre, on voit combien ça coûte, on lance une souscription, et on peut vendre ce coffre de Khéops, peut-être avant qu'il soit fini, à un musée. Et je pense qu'il n'y a aucun risque financier à prendre. Et si les archéologues officiels, les égyptologues refusent, ça prouve bien qu'ils doutent. Et s'ils doutent sur un coffre de 1 sur 2, eh ben, qu'est-ce que c'est que d'une pyramide de 2,5 millions de cailloux avec des pierres d'assoin. Donc le test, c'est le coffre. Et si personne ne veut faire ce coffre, eh ben, c'est que ils savent très très bien que c'est pas possible. Mais sans partir sur un coffre, j'avais partagé ça sur le Mimi il y a 3 semaines avec Antoine. Hein, c'est Uncharted X, une chaîne américaine qui a invité Alex Dunn, le fils de Christopher Dunn, qui ont donné leurs résultats d'analyse d'un petit vase en granit qui venait d'une collection privée parce qu'ils n'ont pas pu se procurer ce vase par des voies officielles. Et après analyse, disent voilà, ça n'a pas été fait par la main de l'homme.
pour avoir une telle précision dans la réalisation de ce petit vase qui fait 15 cm de haut, il faut utiliser des machines. Voilà, leur conseil était sans appel, donc voilà. Tant qu'on va rester dans tout ce questionnement, Eric, nous sommes en droit d'avancer des choses comme ce que tu viens de nous présenter, parce que je me dis que moi, ces personnes-là, on leur arrive à la cheville, quoi. Aujourd'hui, on leur arrive à la cheville. Moi, je ne sais pas où ils sont rationnels. Hein. L'histoire de l'Égypte, tout ça, j'y vais pas. Hein, les œuvres, les fresques, j'y vais pas. Moi, j'y vais où ils sont irrationnels. Me dire un Snéfrou a construit 3 pyramides comme ça subitement, c'est pas rationnel. Oui. Dire que Gédéfré a été construit par caprice et orgueil parce que c'était l'endroit le plus haut, c'est pas rationnel. Hein, quand Awas nous dit que c'est par caprice et orgueil que Gédéfré est là-haut, non. Oui, mais après, il faut que ça tienne la route, leur argument. Et moi, je renvoie aux travaux qu'a fait Quentin Leplat sur l'énergie qu'il fallait déployer par ouvrier pour construire un tel monument en prenant, allez, on part sur 5000 ouvriers. Bon, bah, les gars, il fallait qu'ils fassent un marathon par jour. Donc, c'est pas tenable. Sur 20 ans, c'est. Non, mais tu es en train de dire que c'est pas possible que Snéfrou les faisait faire 2 km par jour le matin pour aller au boulot? Ah bah non, si, le petit footing de 2 km, je veux bien l'admettre. Ah ouais. Le petit footing, je veux bien, encore. Ouais. Voilà, parce que moi j'avais prévu ça, que ça tenait la route. Là. Non, mais bon, tu vois, quand on met tout bout à bout, à un moment donné, et c'est pour ça qu'ils sortent les griffes, nos détracteurs sortent les griffes, parce que à un moment, on les met face à une réalité. Tu parlais d'irrationalité, ils partent sur des trucs complètement irrationnels, mais nous, on est face à de la réalité, quand on dit, mais techniquement, c'est faisable, humainement, c'est faisable. Voilà, le fait de retrouver le maître dans tous les sens, il ne connaissait pas le maître et on le retrouve partout. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. Mais bon, je vais pas dire c'est une bataille, parce que moi, je n'ai pas envie de me battre. Non, c'est pas une bataille. C'est juste à un moment donné, faut redescendre sur terre, quoi. C'est ce qu'ils nous reprochent, hein, et tu vois, ils trouvent des arguments complètement faux. Voilà, on est des complotistes, on est des anti-vax, on est pro-Poutine, on est je ne sais quoi maintenant. Ils ne savent plus quoi trouver comme excuse pour nous traiter de complotistes, de farfelus. Bon, à un moment donné. Mon dernier refus qu'on m'a fait pour un débat, c'est parce que je n'ai pas lu les livres que je devais lire. Donc on m'oblige à assimiler des choses dont je ne suis pas d'accord, et les gens vont accepter que quand j'aurai lu tous les livres qu'ils m'ont donnés à lire. Donc l'expérience ne compte pas, c'est la lecture qui compte, l'expérience ne compte pas. Et je leur ai expliqué que j'avais un copain qui était tailleur de pierre au Mont-Saint-Michel, que je connais très bien, qui voudrait discuter avec eux de la taille des pierres. Et ils veulent la bibliographie de mon tailleur de pierre. Donc ils veulent pas discuter avec mon tailleur de pierre. Donc, il a lu quoi? Il a lu oui. Non, c'est pas bon. Non, on le prend pas, lui. Non, mais à un moment donné, tu vois, il du pharaon et puis c'est bon. Une personne que nous connaissons, hein, qui est sans cesse dans ce genre de provocation. Moi, je lui ai dit, reprenez tous les calculs de mon invité et vérifiez s'il y a quelque chose qui colle pas. Mais l'argument, c'est, je ne vois pas pourquoi j'irais refaire des calculs d'un truc qui ne tient pas la route. Bah, la réponse est facile, quoi. Donc, et eux te demandent de lire leur bibliographie de trucs. Donc voilà. On va te dire que c'est par caprice ou orgueil qu'on a positionné les pyramides. Moi, je ne vais pas vous coltiner des bouquins pour qu'on me parle d'orgueil et de caprice des pharaons. C'est pas possible. Comme on disait l'autre jour, on se demande où sont leurs palais, où ils habitaient. Parce que voilà, les mecs, ils faisaient des tombeaux, mais ils n'ont pas de maison. C'est rationnel. Parce qu'on s'est trompé sur l'origine de ces bâtisseurs, tout simplement. Donc, je voulais amener de la rationalité, j'espère que je l'ai amené. Oui, on est des. Non, et puis moi j'aime bien parce qu'on est sur des chiffres, on est sur. On peut utiliser Google Earth pour aller vérifier tout ce que tu nous as présenté. Voilà, si des calculs sont faux, eh bien que les gens les refassent et nous prouvent par A plus B que c'est faux. Alors, j'ai juste un petit appel, c'est qu'on n'est pas d'accord avec certains archéologues sympas sur la distance entre le nord-est de Khéops et le sud-ouest de Mykérinos. Donc, je lance un petit appel à tout le monde pour que les gens qui est Google Earth regardent un petit peu, à leur avis, quelle distance qu'il y a entre pour faire la diagonale entre le nord-est et
et le sud-ouest parce que pour moi, il y a 1164 mètres qui me permettent de faire ce cercle. Donc j'aimerais bien simplement que les gens nous disent, moi j'ai vu 1200, j'ai vu 1300, j'ai vu 1000. Donc sur le YouTube, en bas, si vous pouvez marquer ce que vous avez. Voilà. Dans les commentaires, tout à fait. Ça serait intéressant qu'on débatte un petit peu de cette distance, parce que si on a un cercle de 3650 autour des 3 pyramides qui représentent un calendrier, c'est quand même sympa. Tout à fait. Voilà. Eh bien, un grand merci à toi, Eric. Voilà, de nous avoir présenté ces dernières trouvailles. Moi, j'ai vraiment hâte qu'on se retrouve au mois de mai avec Mathieu, avec Cathy, avec Quentin. Voilà, on va être entre passionnés. Voilà, ça va être chouette. Et puis, on pourra partager au public qui fera partie de ce festival, de toutes ces recherches passionnantes. Et voilà. Et puis, n'hésitez pas je mettrai en lien sous la vidéo ton adresse mail pour les personnes qui voudraient faire ces vérifications, prendre contact avec toi pour accréditer ou non ces découvertes. Voilà, j'accepte d'avoir tort. Eh oui, exactement. Merci à tous et à très bientôt. Salut Eric. Ciao, ciao.